Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Hebdo Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Vous le savez, chers auditeurs, notre territoire altiligérien est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages et nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, notre société altiligérienne s'est construite avec les régimes politiques, la religion, les traditions, mais surtout les légendes et les croyances populaires. Pour notre rendez-vous hebdomadaire, j'ai fait le voyage dans un lieu qui concentre nombre de légendes et de croyances. C'est un trésor muséal local. Nous sommes au musée des croyances populaires du Monastier-sur-Gazeille et je suis donc dans les locaux de ce musée avec Patrice Ray, qui est le directeur du musée, qui a la gentillesse d'accueillir l'équipe d'FM43 dans ses locaux pour une visite privée. Bonjour Patrice et merci de votre accueil. Bonjour, bienvenue au château du Monastier et merci de venir discuter avec moi. Alors d'abord Patrice, on est dans un local qui est effectivement très médiéval. Ce musée, depuis quand vous êtes ici? Depuis quand est-ce qu'il existe et quelle est sa vocation? Alors, ce musée existe depuis 13 ans. C'est un musée qui est basé principalement sur des collectages qui ont été réalisés auprès de gens très très âgés, qui ont toujours vécu dans des fermes, sur les plateaux. Et la plupart de ces gens ont disparu aujourd'hui. Et ils ont été interrogés pendant très longtemps à propos des contes et légendes qu'ils entendaient quand ils étaient enfants, des anciennes pratiques de médecine paysanne qui ont perduré ici dans la montagne jusqu'à l'époque de mes grands-parents, et bien sûr à propos de toutes les histoires de sorcellerie qui servaient à expliquer tous les malheurs. Et donc toutes ces légendes, ces superstitions, ces croyances, etc. sont illustrées ici dans le musée, dans le château abbatial du Monastier. Donc la vocation de ce musée, si je comprends bien, c'est faire connaître cet héritage de croyances-là, local. Alors à la fois c'est un travail de mémoire et de conservation d'une culture qui a quasiment disparu aujourd'hui, alors qu'elle a été similaire pendant des siècles. Et en fait, c'est juste un passage, c'est un maillon de la chaîne pour que ces histoires continuent à être entendues, à exister un petit peu quelque part. C'est pour ça aussi que nous essayons par tous les moyens, par des publications, par des conférences, par des interventions scolaires, etc., de continuer à donner vie à tous ces récits fantastiques, mystérieux, et qui fascinent évidemment les petits comme les grands. Ces récits de Haute-Loire, ils ont disparu aujourd'hui du département. Est-ce qu'ils sont toujours présents dans certains villages? Est-ce qu'on continue à faire des veillées, par exemple, où on raconte les légendes locales? Ou est-ce que ça, c'est du passé, c'est révolu, et tout reste dans ce musée? Alors moi, quand j'ai commencé à interroger des anciens, il y a plus d'une trentaine d'années aujourd'hui, on trouvait encore régulièrement des gens qui n'étaient pas la majorité, mais c'était régulier de trouver encore des personnes très très âgées pour qui tout ça n'était pas des histoires, c'était la réalité. Par exemple, j'allais chez une très vieille dame, dans un hameau pas très loin d'ici, qui est décédée à l'âge de 104 ans, il y a une quinzaine d'années maintenant, et qui me racontait, elle par exemple, que toute sa vie, elle avait eu très très peur de rencontrer des feux follets, de voir des feux follets. Et moi, je lui disais que les feux follets, c'est du gaz naturel, c'est du méthane qui provient de la décomposition de matière organique en sous-sol. Elle riait aux éclats, elle riait à tue-tête en disant que j'étais fou allié de croire des choses pareilles. Et que pour elle, dans la réalité, les feux follets étaient les âmes des morts, qui n'étaient pas assez bons pour aller au paradis et pas assez mauvais pour aller en enfer. Et donc la solution pour ne pas croiser de feux follets, c'était de faire dire des messes au curé pour le repos des âmes. Vous voyez, c'était des croyances régulières, c'était toute une explication du monde. Alors qu'aujourd'hui, quand je vais par exemple le plus possible dans des maisons de retraite pour discuter, enregistrer avec des gens qui sont parfois centenaires, ils vont d'abord réfléchir
avant de répondre, et ils vont me dire: mon père racontait, ma grand-mère croyait, mais eux-mêmes ne sont plus des acteurs directs de cette culture. Ils se souviennent de ce qu'ils entendaient quand ils étaient enfants. Et en fait, c'est le tout dernier maillon de la chaîne. Vous voyez que toutes ces histoires, similaires à travers les siècles, encore une fois, avaient des moyens mnémotechniques pour rester les mêmes, toujours. Et elles ont quasiment disparu en une vingtaine d'années, avec la génération de mes parents, en fait, qui sont les gens qui ont quitté les fermes, travaillé en ville, construit une maison, acheté des voitures, regardé la télévision. Voilà, tout s'est arrêté d'un coup. Et je suis sûr que dans tous ces collectages, on a loupé une quantité phénoménale de croyances, de superstitions, de récits, etc. Parce qu'évidemment, quand on s'y intéresse, c'est parce que c'est trop tard. Le maillon, la transmission, et ce musée donc en fait partie aujourd'hui, puisqu'il fait partie de cette transmission-là, de ces histoires d'antan. Si on rentre dans le vif du sujet, donc là on est dans la salle 1, c'est ça Patrice? Dans la première salle, oui. Dans la première salle. Donc c'est un peu la salle d'accueil, c'est ça, la salle qui présente un peu les thèmes du musée? Alors, pour l'instant c'est ça, mais de plus en plus il va y avoir des thèmes différents par salle du musée. Parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'illustrations, de plus en plus de choses à raconter, et on va un petit peu rassembler les différents thèmes, où il y aura plus d'histoires de sorcellerie, de mauvais sorts, de qu'est-ce que le sorcier, etc. dans cette salle. Il y aura une salle beaucoup plus consacrée aux médecines paysannes, qui n'étaient pas expliquées par la science ou la logique, mais par un mélange de magie et de religion. Et ces croyances ont créé des tas de médicaments, finalement, qu'on trouve encore aujourd'hui en pharmacie. Une salle aussi sur toutes les histoires de revenants, de maisons hantées, de choses comme ça, etc. Donc il y aura plus de thèmes, évidemment, dans chaque salle par la suite. Donc dans cette salle numéro 1, on a des bancs, là, je vois en face de moi, des bancs, on se croirait un peu à l'école, comme des bancs un peu scolaires. C'est une salle qui est dédiée aux contes, où vous théâtralisez un peu ces histoires-là, ou pas du tout? Voilà, et ben, quand je fais des visites, parce que je propose des visites pour des groupes à partir d'une dizaine de personnes, sur rendez-vous toute l'année, dans cette première salle, on peut s'asseoir, et là, je vais faire toute une introduction, où je vais parler du collectage, je vais parler de l'isolement des gens qui étaient dans la montagne, etc., de la veillade, de la veillée paysanne, pour vraiment que les visiteurs se plongent dans une ambiance et comprennent que tout ce qui est raconté ici, ce ne sont pas des histoires qui viennent du hasard, si vous voulez, parce que toutes les... on va trouver des histoires, des récits, des superstitions, des légendes d'une région à l'autre, et qui sont toujours en lien avec le paysage, avec la vie des gens, avec un type d'agriculture, etc. Et pour bien que les visiteurs se plongent dans cette ambiance, donc cette première salle sert un petit peu d'introduction à la visite. Mais après, ces bancs sont très légers, et les visiteurs peuvent les prendre sous le bras pour me suivre après à travers les salles et pouvoir s'asseoir et faire une visite plus confortable. C'est pas uniquement dédié aux enfants, hein, c'est les adultes aussi qui s'assoient sur ces bancs pour écouter. Voilà. D'accord. On va passer à la salle 2, petit à petit. Alors cette salle 2, je crois bien, Patrice, qu'elle est dédiée à un fait divers, puisque c'est pas une légende, puisque ça a vraiment existé, qu'on connaît beaucoup par chez nous, en tout cas en Haute-Loire, la bête du Gévaudan, c'est ça? Donc vous avez dédié une salle entière à la bête du Gévaudan. Alors c'est un début d'exposition sur cette histoire de la bête du Gévaudan, et ce qui nous intéresse surtout ici, c'est évidemment l'époque et ce que les gens en disaient, en pensaient. Voilà, qu'il y a beaucoup de gens qui font des recherches sur la bête du Gévaudan en disant mais qu'est-ce que c'était cette bête, etc. Quand c'est la mode des complots, c'est un complot. Quand c'est la mode des tueurs en série, c'est un tueur en série. Quand c'est la mode de la génétique, on parle de résurgence génétique d'une bête ancienne. Tout ça ici ne nous intéresse pas du tout. En fait, nous on va surtout parler des croyances
des légendes de ce que les contemporains de la bête en pensaient, que c'est un homme avec une peau de loup, c'est un loup-garou, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable, ou alors c'est le diable avec une peau de loup, ou c'est une punition divine, etc., etc. Comment on pensait tuer les loups-garous, en faisant fondre des médailles de la Vierge du Puy pour faire des balles, etc. Nous, c'est tout ce côté-là, finalement, de se remettre dans la tête des gens de l'époque. Voilà, comme ferait n'importe quel historien, quoi, voilà. On peut rentrer, Patrice, dans cette salle. Alors cette salle, chers auditeurs, je pense que vous allez pouvoir entendre son pouvoir d'écho. Elle a un écho qui est assez particulier. Donc on est sur une salle qui est voûtée. Hein, c'est ça, c'est une des tours du château. En fait, c'est ça. On est à la base d'une des tours du château. Et évidemment, dans le rez-de-chaussée, toutes les salles sont voûtées pour pouvoir supporter le reste du château au-dessus. Et c'est vrai que ça crée des sons assez particuliers et qui aident, bien sûr, à apporter un côté étrange parfois à la visite. Alors, je crois surtout à un endroit on s'entend comme dans une boîte en carton. Alors, je crois que j'y suis là, c'est un peu c'est au centre, c'est ça, Patrice ? Voilà, c'est quand on est vraiment au milieu. Voilà, quand on est au milieu de la salle, qu'on a ce son tout à fait étrange et qui impressionne toujours les enfants en cas de visite scolaire, par exemple. On a l'impression qu'on est comme dans une boîte en carton ou dans quelque chose de très très étroit. Oui, ou dans un scaphandre. Voilà, c'est très étrange, mais quand on chuchote aussi contre la paroi, le son est répercuté de l'autre côté, ce qui fait qu'on peut passer des petits secrets comme ça sans que les personnes au milieu de la salle ne les entendent. On va rester dans ce scaphandre et puis là je vois autour de moi tout un tas d'illustrations en lien avec la bête du Gévaudan. De gauche à droite, c'est chronologique ou pas du tout ? Pas du tout, non. Non, ce sont diverses informations. D'accord. Où on voit par exemple, comme je disais, vous voyez les médailles de la Vierge Noire qui servent à faire des balles pour tuer les loups-garous. On va voir enfin le véritable uniforme des dragons. Alors ce ne sont pas des dragons, justement, que partout on dit ce sont les dragons du roi, et ce sont ni des dragons ni du roi en fait. C'était des chasseurs à cheval. C'était un régiment privé d'ailleurs, dont le casque ressemble au casque des dragons. D'accord. Mais ce ne sont pas du tout des dragons. Et en fait, on a beaucoup d'historiens locaux ou de romanciers ou de folkloristes qui vont toujours reprendre les mots utilisés par leurs prédécesseurs. Et le fait de dire que ce sont des dragons du roi, en fait, ça crée une erreur. Parce que le roi ne s'intéressait pas du tout à cette histoire au début, et que c'était un régiment de Belges en fait. C'était de passage, ça était là de passage, c'est ça ? Non, ils étaient casernés à Pradelles et à Langogne. Voilà, justement, c'était des soldats d'un régiment privé. C'était des Belges, des Liégeois. On disait des Allemands francophones à l'époque. D'accord, avec des costumes en moutarde et rouge, c'est ça alors... Voilà, c'est ça, oui. Et avec, vous voyez, des selles de hussards, et avec le bon sabre, la bonne carabine, etc., que souvent on les voit représentés en bleu, en rouge, oui. avec des tricornes, etc. Parfois on dit qu'ils étaient des centaines, il y a même un livre où on dit qu'ils étaient 6000. Alors ça devait être difficile de les loger et de les nourrir. Sûrement beaucoup de choses qui ont été exagérées sur cette affaire. Voilà, en réalité, ils étaient 57. Voilà. 57 dragons, alors ça c'est au début, c'est en 1764, oui. Puisque cette affaire dure 3 ans, jusqu'en 1767. Et ensuite, on a bien effectivement le roi qui intervient et qui envoie son porteur Quebuse, tout à fait, qui n'arrive toujours pas à déjouer François-Antoine, qu'on appelle parfois... on lui attribue parfois le nom de son fils, Antoine de Beauterne, oui. Mais Antoine de Beauterne, son fils, a 14 ans. Voilà. Il s'agit de François-Antoine,
qui est quelqu'un qui vient d'un milieu apparemment extrêmement pauvre. Tout ce qu'il sait de lui-même, c'est qu'il a à peu près 70 ans et qu'il est né quelque part au sud de Paris. D'accord. Voilà. Et c'est par son talent de chasseur qu'il devient... Porteur plus dur. Alors, un des porteurs plus dur. Voilà, il devient garde-chasse, puis garde-chasse d'un seigneur, garde-chasse des chasses royales, jusqu'à devenir sous-lieutenant des chasses royales. Il ne pourra jamais espérer monter plus haut que le grade de sous-lieutenant, évidemment, parce que son origine ne convient pas. Quoi, voilà. Ah oui, d'accord. Et là, en dernier, j'ai en face de moi une illustration assez chouette de Chastel, c'est ça? Donc, voilà, celui qui est connu pour avoir mis fin aux attaques en 1767. Et on voit qu'il tient dans ses mains, c'est des balles, c'est ça? Des balles. Alors, ce sont les médailles de la Vierge Noire du Puy. D'accord. Voilà. Qui fait fondre pour en faire des balles, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Et évidemment, il y a tout un rituel à respecter et pour pouvoir espérer tuer une bête qui n'est pas naturelle, quoi. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était des croyances pour donner de la force à sa balle pour qu'elle atteigne l'animal, le tue, c'est ça? Alors, on pensait que les loups-garous étaient des personnes mauvaises qui avaient fait un pacte avec le diable, que le diable leur offrait une peau de loup magique et ils se revêtaient, alors ils étaient nus, ils se revêtaient de cette peau qui se collait à eux, qui prenait leur forme et qui leur donnait la puissance, la sauvagerie, la rapidité, etc. Et bien sûr, aucune balle normale ne peut traverser cette peau offerte par le diable qui est surnaturelle. Donc il faut agir soi-même de façon surnaturelle grâce à la puissance de la Vierge. D'accord, donc en fait, tous ces éléments historiques qui sont attestés que Chastel ait fait ça, c'est là encore lié à des traditions, des croyances de l'époque en fait. Voilà, tout à fait. Parce que les gens de cette époque-là n'expliquaient pas du tout le monde de la même façon que nous. Que tout était chargé positivement ou négativement, que les plantes médicinales, la nature, etc., c'était normal que ça nous soigne parce que c'était la création de Dieu, etc., et que si Dieu crée, le diable détruit. Et donc ce sont toutes ces croyances, toutes ces légendes qui font que les gens de cette époque ne voyaient pas du tout cette histoire de bête comme on peut l'avoir nous aujourd'hui avec des tentatives d'explication scientifique ou rationnelle. Vous voyez? Et, alors à l'époque quand même, on est en 1767, on est en plein siècle des Lumières, et donc ces villageois comme Chastel croient encore à des traditions qui sont quand même moyenâgeuses. Enfin, le loup-garou, c'est pas totalement du XVIIIe siècle. Comment on explique que dans ces endroits-là, ils aient encore des croyances qui ne relèvent pas totalement de la rationalité qu'amènent les Lumières en fait à cette époque-là? Alors, ce sont des histoires qui ne datent pas du Moyen-Âge, mais souvent de l'Antiquité. Hein, la lycanthropie, le loup-garou, on le trouve déjà chez les Grecs il y a plus de 2000 ans. Hein, et il existait une littérature orale qui était beaucoup plus importante que la littérature écrite, car il y avait beaucoup plus de gens qui ne savaient ni lire ni écrire que ceux qui savaient. Et cette littérature orale, elle a traversé les siècles, elle a servi d'explication du monde, elle était propagée pendant la veillée paysanne, pendant les soirs d'hiver, qui n'étaient pas des soirées où on va rire, s'amuser, etc. C'était très sérieux de raconter ces histoires et il fallait surtout pas se tromper. Et moi j'ai connu par exemple un très vieux monsieur dans la commune de Saint-Julien-Chapteuil, qui est décédé depuis pas mal d'années maintenant, et qui racontait par exemple le roman de Renard, sans savoir que ça existait dans un livre. Le roman de Renard, c'est... Oui. Ça a été mis sur papier à la charnière du XIe et XIIe siècle, avec tout un tas d'histoires où ce sont les animaux, les protagonistes. Il y a Renard, le loup isengrin, etc., etc. Et ces histoires étaient racontées bien avant d'être mises par écrit au Moyen-Âge, mais il y avait toujours des gens
à la fin du XXe siècle, qui les connaissaient uniquement de tradition orale et qui ignoraient que ça existait en livre. Et il a été très très étonné quand je lui ai apporté les livres justement du roman de Bonnard que j'avais moi quand j'étais enfant. Voilà. Très bien, on voit bien avec toutes ces illustrations. Et puis pour revenir à ce sujet de la bête du Gévaudan, qu'on était quand même dans une société à l'époque rurale où on croyait encore aux bêtes, on croyait encore aux loups-garous. Et donc ça nous éclaire un peu plus en tout cas sur l'atmosphère de l'époque de la bête. On va sortir la salle numéro 2 et on va aller peut-être rejoindre la troisième salle. Juste Patrice. Une dernière indication, c'est quand on parle de la bête du Gévaudan, aujourd'hui on pense à animal. Alors qu'à l'époque, quand on disait la bête, ça voulait dire le diable. Oui, il y a une dimension religieuse liée au diable. La bête, c'est le diable. Et pour en parler aujourd'hui, on ferait mieux de traduire ça par le diable du Gévaudan pour mieux comprendre de quoi il s'agit que de la bête du Gévaudan. Voilà. Passons à la salle numéro 3. Alors là, on va sortir de la salle 2, donc on va quitter le XVIIIe siècle. Même si je ne pense pas que tes salles soient organisées, Patrice, d'une manière périodique, plutôt par thème. Et là, on va arriver à la salle numéro 3, qui est une salle qui est dédiée, cette fois-ci, alors je vois au centre de cette salle une croix catholique en pierre, qui a été récupérée apparemment suite à des travaux. Globalement, il ne savait pas trop quoi en faire et tu l'as récupérée. Voilà, donc, mais elle était déjà dans le château quand je me suis installé. C'est une croix en fait qui a été récupérée après des travaux dans la commune. Et ici, cette salle va de plus en plus être dédiée aux rebouteux, aux guérisseurs. Voilà. Pour l'instant, il y a différents thèmes parce que c'est assez difficile de séparer en fait la médecine de la légende, de la religion, de n'importe quelle croyance, parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens pensaient que Dieu créait et que le diable détruisait. Et le diable, donc, fait le mal. Mais le mal, c'est autant le malheur que la maladie, que la malédiction ou la malice. Tout ça, c'est la même étymologie. Ça commence par mal. Et c'est pour ça qu'on va combattre le diable et qu'il n'y a pas de limite entre l'explication des soins ou parfois des histoires de revenants, ou etc. C'était tout considéré comme du même niveau. D'accord. Là, on est dans une salle vraiment très belle avec un toit en forme de voûte croisée d'ogive, je crois, c'est ça la technique. Oui. Ici, avant, on était dans des cuisines. Voilà, nous sommes dans les anciennes cuisines du château, vous voyez, où il y a ces deux salles, avec chacune une cheminée monumentale et aussi un four, voilà. Et c'est rare, mais parfois il y a des visiteurs qui vont poser des questions sur le château, parce qu'on va parler de toute autre chose, on va parler de toutes ces légendes, toutes ces histoires. Il m'arrive de plus en plus d'avoir à raconter aussi des contes, des histoires en particulier. Mais parfois, quand les gens posent des questions sur le château, c'est avec plaisir aussi qu'on donne le maximum d'informations sur l'histoire de cet édifice. Ces cuisines, elles nourrissaient qui? Un seigneur, un homme de l'église? Qu'est-ce qui vivait là avant? Alors, il n'y a jamais eu de seigneur. C'est un château abbatial, parce que le monastier, ça vient du mot monastère. Et donc ici, c'était un monastère qui était suffisamment riche et puissant pour avoir été entièrement fortifié. Et ce château était une partie des fortifications qui était devenue la résidence de l'abbé. Voilà. D'accord. L'abbé du monastier, qui possédait d'autres paroisses environnantes, qui lui payaient des impôts. Parce qu'on suggère que pour entretenir un tel bâtiment, il fallait quand même un certain budget pour l'époque. Alors, c'était des moines bénédictins, donc qui ne faisaient pas vœu de pauvreté. C'était des moines de Saint-Chaffre. Voilà, Saint-Chaffre a été un des premiers abbés du monastier, et il a été canonisé. Et il existait une expression, jusqu'à l'époque de mes grands-parents,
quand on avait bien mangé, fait un bon gueuleton, on disait on a bien chaffré. Oui, donc ces moines n'étaient pas dans la pauvreté, c'était pas des moines pieds nus avec une corde autour de la ceinture, autour du ventre. Et tiraient leurs revenus donc des autres paroisses environnantes? Alors, les paroisses, c'est pour l'évêque, mais ici, c'est un monastère qui a eu plus de 250 prieurés à travers tout le sud de la France, jusqu'en Italie, dans le Piémont, jusqu'en Suisse. Et tous ces prieurés, bien sûr, payaient des redevances ici à la maison mère, qui en plus possédait les terres autour avec les hameaux, les fermes, etc. C'était un pouvoir considérable à l'époque, ça, donc ici. Alors, c'était un lieu important, quoi, pour le... Oui, bien sûr, oui, mais c'était un abbé qui était puissant. D'ailleurs, on voit au-dessus des cheminées du château qu'il y a une crosse au-dessus des blasons. Oui. Vous voyez que que c'était quelqu'un de puissant, bien sûr, oui. Et comme les terres autour appartiennent au monastère, eh bien, et qu'il n'y a pas de seigneur, c'est l'abbé qui a droit de justice, par exemple. C'était des abbés qui avaient beaucoup de pouvoir. Il n'y a jamais eu de seigneur ici qui a administré les terres monastiers? Alors, il n'y a jamais eu de seigneur parce qu'il y a eu tout d'abord le monastère. C'est un monastère qui s'est installé très tôt dans l'histoire. Avant la féodalité? Voilà, à un endroit où il n'y avait rien. Hein, on parle de premiers moines qui étaient des ermites, qui vivaient dans les grottes qui sont dans les falaises au-dessus du village, et qu'ils se sont développés, et que ça a attiré des gens aussi pour vivre autour, mais qu'il n'y avait aucune présence humaine avant la création du monastère. Parce qu'au Mézin, il y avait un puissant seigneur, alors j'ai oublié son nom, tu l'as peut-être toi, mais... Oui, c'est le seigneur de Failly. Voilà, qui eux étaient pour le coup à l'époque très puissants, qui avaient leur château donc, au Mézin, bien sûr, ils étaient très puissants, oui, tout à fait. Voilà, et on cherche toujours le château du Mézin d'ailleurs. Il a disparu? Alors, si quelqu'un trouve le château du Mézin, là, je suis preneur. On parle de, sans doute, une forme de motte, de la terre déplacée par l'homme du côté des dents du diable, mais il n'y a rien de certain. Alors qu'il existe des légendes, des croyances autour du château du Mézin, qu'il y avait une grotte sous le château du Mézin, qui abritait le trésor du Mézin, protégé par un grand crapaud diable, etc. Mais on n'a toujours pas retrouvé le château du Mézin. Donc il ne reste plus rien de ce château, dont on sait quand même qu'il a existé, puisque l'influence de cette famille seigneuriale à l'époque est attestée par les archives. Voilà, tout à fait. Donc comment on peut expliquer qu'un château aussi imposant puisse disparaître et qu'il ne reste rien, même pas une pierre? C'est possible, ça? Oui, parce qu'il n'y avait peut-être pas de pierre. Que si c'était un château primitif et qu'on ait construit une motte, c'était peut-être un château en bois, comme on voit les premières mottes castrales, etc., et qu'il n'en est plus rien resté par la suite, parce que la famille de Failly avait d'autres possessions, moins en altitude, peut-être plus confortable, avec un climat plus clément, et que ce château est disparu faute d'habitants finalement. Juste en face de nous, là, je vois une autre salle mais qui doit être sur une des autres tours, c'est ça, qui est formée un peu comme la précédente de celle de la bête, dédiée à la bête du Gévaudan. Et donc dans cette salle 4, vous dédiez cette salle à la médecine par signature, c'est ça? Vous avez fait une salle dédiée à ce sujet-là, qui vous est chère. C'est une salle qui va être de plus en plus dédiée aux formes de médecine paysanne, et effectivement, les médecines par signature sont la principale explication de la création, en fait, de soins avec ce qu'on trouve dans la nature, donc principalement à base de plantes, mais aussi à base d'animaux ou de parties animales, et des croyances aussi autour, évidemment, des minéraux, des pierres. Et ça va créer beaucoup de médicaments qu'on trouve aujourd'hui en pharmacie, qui étaient expliqués par la croyance, par la légende, et qui sont aujourd'hui expliqués par la science. La science se moque de la légende, peut-être que dans 100 ans on se moquera de la science, mais ce seront toujours les mêmes substances
les mêmes molécules qui vont soigner les mêmes maux, peu importe l'explication. Cette médecine par signature, on peut la résumer avec l'expression de nos jours, la médecine de grand-mère ou pas? Alors, la médecine par signature existe, enfin cette explication médicale des soins chimiques, en fait, qui crée la pharmacie, existe depuis plusieurs millénaires. Qu'on trouve ça aussi dès l'Antiquité. Et une de mes grand-mères expliquait les soins qu'elle fabriquait comme ça, exactement de cette façon-là, toujours. On pensait que les semblables soignent les semblables. Il fallait prendre dans la nature ce qui ressemblait à l'organe touché ou ce qui ressemblait au mal qu'on éprouvait pour le consommer et guérir. D'accord, donc en fait, à l'époque déjà, avant l'institutionnalisation de la médecine, les gens des campagnes avaient leurs propres connaissances médicales, médicinales, je ne sais pas quel mot il faut employer, oui. Pour soigner leurs proches ou pour soigner eux-mêmes. Alors pour soigner leurs proches eux-mêmes, mais aussi les animaux, parce qu'il n'y avait pas de différence entre la médecine et la médecine vétérinaire. Ah oui, on soignait les gens et les animaux exactement de la même façon. Et c'est quelque chose qui a toujours existé et qu'on va trouver aussi sur les autres continents. D'accord. Voilà. Avec parfois des croyances communes? Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler parfois avec des gens, des ethnologues qui ont travaillé en Afrique ou directement avec des médecins africains. Et on va trouver parfois exactement la même croyance concernant la même pierre ou la même plante qui va être utilisée de la même façon. Voilà. Et je m'intéresse aussi pas mal à l'Amérique latine et on va trouver aussi des similitudes absolument partout. Parce que partout sur Terre, on a 2 bras, 2 jambes, une tête. On va éprouver les mêmes maux. On va avoir aussi les mêmes peurs. Peur de disparaître, peur de souffrir, etc. Et on va vouloir se soigner. Et c'est certainement grâce à l'élevage qu'on a créé la pharmacie. C'est en élevant des animaux qu'on va voir qu'ils vont se soigner eux-mêmes par instinct. Tant qu'on était chasseurs-cueilleurs, les animaux, ils sont loin. Juste, on leur tire dessus, quoi. Mais c'est en vivant avec eux qu'on va comprendre que ces animaux ne consomment pas seulement de la nourriture, mais aussi des soins, de façon instinctive. Et donc, on va l'adapter, l'essayer sur l'homme et se rendre compte que ça fonctionne. Comme par exemple, les moutons ne mangent jamais de fougères, sauf quand ils sont atteints de vers intestinaux. La fougère est légèrement vénéneuse, pas du tout assez pour faire du mal aux moutons, mais très largement pour éliminer les vers. Vous voyez, et ça, c'est un exemple parmi des dizaines, mais les animaux vont se soigner de façon instinctive, et l'homme va l'expliquer de façon magique ou religieuse, avant de l'expliquer finalement par des raisons scientifiques. On va se rapprocher un peu du hall, Patrice, parce que moi, il y a une créature qui m'a particulièrement attiré tout à l'heure. C'est une créature qui est dans votre hall. Donc on va retourner dans le hall du musée. Donc là, on est à l'entrée. Je vois une dame blanche en face de moi. Hop. Et donc là, on est dans le hall. Donc il y a cette créature qui m'a interpellé tout à l'heure. Et cette créature, apparemment, elle s'appelle le drac. Alors, comment la décrire? Alors, je la décris avec mes mots de personne lambda, mais une forme de lutin, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc c'est assez difficile de décrire le drac, parce qu'il peut changer de forme. Il est métamorphe, il peut se transformer en tout ce qu'il veut, sauf en aiguille, parce qu'on raconte qu'il n'arrive pas à imiter le chat de l'aiguille. Il n'arrive pas à faire le trou en haut, quoi. Voilà. D'accord. Et dans beaucoup de secteurs de la Haute-Loire, on va dire tout simplement le lutin, les forges du lutin. Alors il n'y a pas des lutins, mais il y a le lutin, ou en occitan on dit loulatier, mais très régulièrement on dit le drac. On dit le drac parce que c'est le fils du dragon. Ce n'est pas le directeur régional des affaires culturelles. C'est le fils du dragon, ça vient du latin draco. C'est pour ça qu'il est si mauvais, si méchant, même s'il est tout petit, tout tordu, tout mal fait, et qu'il a
cet aspect un peu aussi reptilien, quoi. Voilà. Donc cette créature, elle symbolise quoi pour les gens? Tout ce qui est néfaste, tout ce qui est lié au mal, au Voilà. vice de l'être humain? Alors, bien sûr, le drac, c'est un petit diable, hein, comme c'est le fils du dragon. Hein, le lutin est un petit diable. Et il va servir à expliquer tous les problèmes du quotidien. Déjà, tout ce qu'on ne comprend pas, on dit c'est le drac. Par exemple, j'ai perdu mes clés. Où sont les clés? On sait que c'est le drac qui les a cachées. Ou alors, l'été, il fait très chaud, il y a un orage qui éclate le soir, le courant d'air ouvre la fenêtre d'un coup, il y a un carreau qui casse, le vent souffle la chandelle sur la table. On disait, tu as vu, c'est le drac qui vient de passer à toute allure pour aller faire des farces chez le voisin. D'accord, donc c'est lui qui prend pour tout le monde. Voilà. Mais c'est très utile. Le drac évitait aussi les questions des enfants. Vous voyez, moi j'ai des enfants et je sais que quand ils ont autour de 5-6 ans, c'est le moment des pourquoi. Hein, pourquoi il fait froid? Parce qu'il pleut. Pourquoi il pleut? Ça finit jamais. Le drac. Voilà, on finit toujours par le drac. Par exemple, quand un enfant se mouchait, qu'il y avait un petit peu de sang dans son mouchoir, il demandait à son papa pourquoi il y a du sang dans mon mouchoir, et le père répondait c'est le drac qui s'est changé en mouchoir et qui t'a pincé le nez. Et là, l'enfant, là, il était stupéfait, il bougeait plus, c'était fini, quoi. Voilà. C'est une croyance de Haute-Loire, le drac, ou ça provient Non, d'ailleurs? non, c'est beaucoup plus large. On trouve des histoires du drac ou du lutin, comme on dit souvent en Haute-Loire ici, mais c'est beaucoup plus large. On va trouver ces histoires du drac dans tout le monde occitan, c'est-à-dire dans tout le Languedoc, la Provence, etc. En Espagne aussi, l'Italie? Je ne suis pas sûr, parce qu'après, dans d'autres régions, il va avoir des concurrents. Eh oui. Voilà, par exemple, en Provence, il y aura aussi la roumèque, hein, qui va faire très très peur aux enfants aussi. Voilà. C'est un diable aussi. Voilà, oui. Et qui n'a pas de forme tout à fait précise, comme le drac, qui peut se changer en tout ce qu'il veut. D'accord. Et en fait, une créature qui n'a pas de forme précise et qui peut se changer en tout ce qu'elle veut, c'est la créature la plus terrifiante, parce que chacun va imaginer la pire chose, quoi, voilà. Et à ce drac, évidemment, comme il peut se transformer en tout ce qu'il veut, il va servir tout autant de diable ou d'ogre dans toutes ces histoires, quoi, voilà. Merci Patrice pour nous avoir accueillis dans ton musée. C'est vraiment extrêmement bien fait. Alors je sais bien, chers auditeurs, que vous n'avez pas l'image, vous avez simplement le son, mais je vous conseille vivement de venir rendre visite à Patrice là. Avec plaisir. Et merci surtout à vous, chers auditeurs, qui êtes fidèles chaque semaine pour votre chronique hebdo Altistoria. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale. Et portez-vous bien, à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Si vous souhaitez visiter le musée des croyances populaires du Monastier sur Gazeille, rendez-vous sur le site internet du musée www.musédescroyancespopulaires.com ou sur la page Facebook Musée des croyances populaires du Monastier sur Gazeille. Le musée est ouvert chaque année du 1er mai au 30 septembre, sauf les lundis. En dehors des heures d'été, des visites sont possibles, il faut en faire la demande. Bonne visite.